Bienvenue, merci d'avoir bravé la tempête. Et on va essayer ce soir de voir concrètement comment on peut se lancer dans l'entraînement. Puisqu'on a vu la dernière fois, en fonction du profil qui est le nôtre, plutôt analytique ou plutôt séquentiel, que l'essentiel de la stratégie, c'était l'entraînement. C'est facile à dire, et la question c'est comment on va s'y prendre. Alors, plusieurs petites étapes qui vont nous permettre de franchir tout ça, et normalement, ça devrait bien se passer. Alors, la première règle, et on va prendre des petites règles comme ça, mises bout à bout, et chacun les mettra dans ses repères. Première règle, c'est qu'un travail qui ne laisse pas de traces, c'est un travail qui n'existe pas bien. C'est absolument essentiel quand j'ai travaillé pendant 1 heure que j'ai la trace de ce travail-là, pour plusieurs raisons. La première raison, c'est la traçabilité. Il faut, si par hasard ça se passe mal à l'évaluation, que je puisse revenir sur mon entraînement pour essayer de comprendre ce qui ne s'est pas bien passé de manière à pouvoir faire mieux la prochaine fois. Donc il est absolument essentiel de laisser une trace. Si j'ai passé 1 heure devant ma feuille à la relire, à la triturer dans ma tête et qu'il ne me reste rien, j'ai aucune chance de comprendre le processus qui a fait qu'à la fin, j'ai pas bien réussi ou à la fin que j'ai pas été performant. Donc c'est une question de traçabilité, c'est absolument essentiel. Et ça marche dans toutes les matières. Au lycée, il n'y a pas de matière qui ne puisse se travailler en laissant des traces, y compris jusqu'aux matières orales. Aujourd'hui, on a tous des appareils qui peuvent nous permettre de laisser une trace à un travail oral. Un enregistrement, une dictée vocale donnée à un appareil. Enfin, il y a plein de moyens de travailler l'oral aujourd'hui. D'ailleurs, je mets une petite parenthèse, c'est un des rares moyens d'utiliser Google Traduction intelligemment, l'oral. Parce que c'est vrai que si moi je me mets à parler anglais avec ma machine, et que ma machine comprend ce que je lui dis en anglais, c'est que je ne dois pas être si mauvais que ça dans ma prononciation en anglais. C'est un bon moyen de se contrôler, de se vérifier dans l'entraînement à l'oral en anglais, en espagnol ou dans n'importe quelle langue. Si la machine me comprend, c'est que je suis à peu près dans les clous de la prononciation et de ce qu'il faut dire pour être compris. Donc, quelle que soit la matière, alors il y a des matières où c'est plus ou moins évident. En maths, on sait que s'il faut faire des exercices, il n'y a pas de secret. En physique, c'est pareil. Voilà. Il y a des matières où c'est moins naturel. Contrôle de français, qu'est-ce que j'ai à faire en contrôle de français ? Si je ne produis pas, si je ne rédige pas, si je n'argumente pas, je ne pourrais pas être bon. Ce n'est pas possible. On n'a jamais vu une équipe de foot s'entraîner assis sur le bord du terrain à regarder le match. Maintenant, ils s'entraînent sur le terrain et ils pratiquent. Ce qu'on a vu la dernière fois, l'entraînement, c'est un processus qui consiste d'abord à produire, et souvent on produira quelque chose au départ qui n'est pas terrible, mais c'est pas grave, et ensuite à enrichir, selon des critères qu'on a définis avec l'enseignant à l'avance, et on a notre processus d'enrichissement. Une relecture pour l'orthographe, une relecture pour le temps des verbes, une relecture pour le sens, une relecture pour vérifier qu'il y a bien une idée par paragraphe, une relecture pour ci, une relecture pour ça, et à la fin, on a un produit fini qui sera enrichi, qui n'aura rien à voir avec le point de départ. Alors évidemment, quand on s'entraîne, on ne fait pas tous les jours un marathon. Quand on s'entraîne, on fait par petits bouts, mais un des points d'honneur, c'est laisser une trace. Ça veut dire que moi, parent, quand je rentre à la maison le soir, ce que je demande à mon enfant, c'est « montre-moi ton entraînement ». Et s'il n'a rien à me montrer, c'est là que naît le doute. Ben oui, parce que si tu n'as rien à me montrer, c'est probablement que tu n'as pas fait grand-chose d'utile. Alors peut-être que tu t'es donné l'illusion de travailler, mais ça n'a pas été efficace. Mettez-vous à la place du patron qui va voir son employé et qui lui dit « Qu'est-ce que tu as fait cette semaine ?» S'il n'a rien à montrer de ce qu'il a fait de la semaine, ça va vite devenir compliqué au bout d'un certain temps. Donc, laisser des traces, c'est le premier point, c'est essentiel, c'est la base de la confiance.
On continue, on a parlé de l'enrichissement, on a parlé de s'entraîner. Ça marche dans toutes les matières, l'entraînement. Hein. En philo, on peut s'entraîner. Oui, en philo, on peut s'entraîner à rédiger, argumenter, justifier, démontrer, analyser, calculer. Tout ça, c'est des verbes d'action qui correspondent à l'entraînement, au savoir-faire qu'on attend au lycée. Voilà. Et ce processus d'enrichissement que vous pratiquez, hein, vous pratiquez dans votre monde professionnel. Le lundi, je mets un mail dans mes brouillons. Le mardi, je le travaille à la machine à café avec mon collègue. Le mercredi, je l'édulcore un peu parce que je ne peux peut-être pas lui dire comme ça. Le jeudi, je le relis, je le peaufine. Et le vendredi, je l'envoie. Il n'a rien à voir avec celui que j'avais écrit le lundi. Il a été enrichi. C'est le même processus. C'est là qu'on voit que les outils numériques peuvent être intéressants parce que le travail que je fais sur un traitement de texte, par exemple, il est facile à enrichir. Il est facile à... Mais même sur un papier, ça marche aussi. À condition d'avoir été un peu futé, c'est-à-dire d'avoir géré la place dans laquelle je vais pouvoir enrichir. Parce que si j'ai tout tassé mon brouillon et que j'ai plus de place pour l'enrichir, ça va être compliqué d'enrichir. Donc on apprendra à passer des lignes, on apprendra que c'est bon pour les forêts françaises qui sont bien gérées d'utiliser du papier pour pouvoir passer des lignes et qu'on ne lutte pas avec du papier recyclé, même si on veut, hein, mais ce n'est pas un argument que de vouloir économiser du papier en faisant des tickets de caisse pour travailler. Donc laisser des traces, c'est essentiel. Il n'y a pas au lycée de travail efficace qui ne laisse pas de traces. Deuxième point, c'est se fixer des objectifs. Il n'y a rien de plus décourageant, et Dieu sait que le courage, on en a besoin pour faire face à toutes les exigences du lycée. Il n'y a rien de plus décourageant que de ne pas pouvoir se rendre compte qu'on avance. D'accord ? Donc fixer des objectifs, c'est savoir où je vais, et qu'est-ce que je me donne comme échéance. Un objectif, il sera, et là, je pense que ceux qui sont en entreprise voient de quoi on parle, il sera SMARTy. C'est-à-dire qu'il sera spécifique. Si je dis, mon objectif c'est de perdre du poids, bah naturellement, j'ai perdu 250 grammes en 2 ans, est-ce que je suis crédible? Est-ce que c'est efficace? Est-ce que mon objectif est atteint? Il n'est pas précis mon objectif. S'il n'est pas précis mon objectif, bah, ma victoire ne sera pas précise non plus. Si je dis je veux perdre 22 kilos, c'est très précis et c'est beaucoup plus facile à atteindre que de dire je veux perdre du poids. Ça marche pareil pour mes résultats, ça marche pareil pour mes objectifs. On préférera d'ailleurs des objectifs de moyens que des objectifs de résultats, on va en reparler. Mon objectif, il est mesurable. C'est le problème, hein, je veux perdre du poids, c'est pas mesurable. Par contre, je veux perdre 22 kilos, ça c'est mesurable. Je me donne pour objectif de travailler pendant 2 heures, ça c'est mesurable. Je veux travailler plus, ça c'est pas mesurable. Je vais travailler mieux, ça c'est pas mesurable. C'est quoi mieux? Ah ben, je vais m'obliger à laisser une trace de mon travail et ça c'est mesurable. Donc c'est mesurable parce que si je ne le mesure pas, je ne pourrais pas m'en satisfaire derrière. C'est accessible parce qu'évidemment si je dis tout de suite moi j'ai envie d'être champion du monde, ben, mon cerveau va vite se dire ok, ça c'est un objectif utopique, c'est un doux rêve. Continue de rêver, mon garçon. Moi, pendant ce temps-là, je vais faire autre chose. En même temps, quand on dit accessible, peut-être que c'est bien aussi qu'il soit ambitieux. Donc, ni trop loin, ni trop près. Parce que les objectifs du genre, je me fais mal aux pieds quand je lance la boule à la pétanque. Non, on va quand même essayer d'être un peu ambitieux, mais raisonnable. C'est entre les deux. Réaliste, d'accord? C'est bien de rêver, c'est nécessaire, mais de temps en temps, il faut être un peu réaliste, au moins dans mes objectifs. Limité dans le temps, le T c'est le T de temps. Limité dans le temps, ça veut dire que mon objectif, il ne peut pas durer toute la vie. Et je dirais même à l'échelle d'un élève de lycée, il ne peut pas durer toute l'année. Un objectif, il est bien s'il est sur 15 jours, sur 3 semaines, sur 1 mois. L'objectif sur toute l'année, c'est long. Alors peut-être qu'on fera comme moi je fais quand je vais à la montagne.
Quand je vais à la montagne, je regarde le caillou là au bout du virage là et je me dis allez, je vais jusqu'au caillou là. Et puis quand je suis arrivé au caillou, j'ai ce qui se passe dans mon cerveau, c'est une décharge de dopamine. C'est le neurotransmetteur du plaisir. C'est parce que j'ai atteint mon objectif. Pourquoi c'est important d'avoir des objectifs? C'est parce que quand j'atteins mon objectif, j'ai ma décharge de dopamine. Or, mon cerveau est accro à la dopamine, comme le vôtre. Nous sommes tous accros à la dopamine. C'est pour ça que Candy Crush est un jeu qui marche extrêmement bien. Candy Crush est un jeu complètement débile où il faut cliquer sur des bananes et des petits cœurs là. C'est pas un jeu qui fait marcher beaucoup l'intelligence, mais c'est un jeu qui fonctionne parce qu'il fait beaucoup marcher le système de satisfaction. On ne perd pas à Candy Crush. On ne fait que gagner. Et à chaque fois qu'on gagne, c'est des petites décharges de dopamine qui se mettent dans le cerveau. D'ailleurs, vous avez remarqué, les jeux vidéo, ils sont tous faits comme ça. Hein. Ils commencent tous par des niveaux super faciles. Parce que le but, c'est de gagner. Et que s'ils commençaient les jeux vidéo par un niveau super dur, on trouverait ça nul. Et on ne serait pas intéressé par le jeu vidéo. C'est parce qu'on gagne qu'on est intéressé. C'est parce qu'on gagne qu'on a envie de recommencer. À cause de cette décharge de dopamine. Le fait que ce soit limité dans le temps, le fait que mon objectif soit accessible, ça va me permettre d'avoir cette petite décharge de dopamine. Et quand j'arrive au virage, au caillou, là, ben je regarde le chemin qui continue et je me dis, allez, maintenant je vais jusqu'à l'arbre. Et quand j'arrive à l'arbre, eh ben, je me dis, allez, je vais jusqu'au brin d'herbe qui est là-bas. Et je me donne des petites étapes comme ça, et à chaque fois que j'ai une petite étape de gagner, c'est une décharge de dopamine dans mon cerveau. Donc c'est vraiment important que ces objectifs ils soient par étapes. Ça n'empêche pas d'avoir un grand objectif, qui était d'arriver en haut de la montagne, mais je l'ai aussi fractionné en petits objectifs. Et parfois, c'est des petits objectifs à 1 heure, parfois c'est à 1 semaine, parfois c'est à 1 mois. Mais les objectifs à 1 an, voilà, c'est bien pour monter en haut de la montagne, c'est pas bien pour me coacher au quotidien. Évidemment, il est imaginable parce que mon cerveau ne fait pas la différence entre le réel et l'imaginaire. Votre cerveau ne fait pas la différence entre le réel et l'imaginaire. Vous avez tous déjà vu un film à la télévision et vous êtes... Enfin, j'espère que vous êtes tous au courant, sinon je suis désolé de vous casser le cou, mais vous êtes tous au courant que quand on regarde un film au cinéma ou à la télévision, c'est pour semblant. En fait, c'est des acteurs. Ils ne meurent pas pour de vrai, c'est pas des vrais, ils ne sont pas vraiment amoureux, ça se trouve, ils ne sont même pas ensemble dans la vraie vie. En fait, ils font semblant, c'est une fiction. Et pourtant, vous savez ça. Votre intelligence le sait. Et pourtant, vous êtes capable de ressentir des vraies émotions devant un film au cinéma. Vous êtes capable d'être vraiment joyeux, d'être vraiment triste, parfois même de pleurer, parfois même de rire face à un film, alors que vous savez pertinemment que c'est pour de faux. C'est parce que votre cerveau, le reptilien et le limbique pour être précis, ne fait pas la différence entre le réel et l'imaginaire. Quand je m'imagine en train de réussir mon objectif, je m'auto-envoie une petite décharge de dopamine. Alors elle est moins forte que si je le vis en vrai, évidemment, mais elle est réelle. Et rien que le fait d'imaginer la victoire me permet déjà de me mettre en condition. C'est exactement ce que font les entraîneurs à l'entrée du match, dans le vestiaire, juste avant le match. Qu'est-ce qu'ils disent à leurs joueurs? Ils leur disent « on a gagné ». Dans leur tête, ils ont déjà gagné le match. Ils arrivent avec un moral de gagnant, ils sont prêts à tout remuer pour gagner, et ils ont déjà cet état d'esprit avant le match d'avoir déjà gagné. Ils sont dans la projection, c'est comme ça que ça s'appelle, c'est une projection, on se projette dans la victoire, ça permet de se mettre dans un état d'esprit positif et un état d'esprit gagnant. C'est un moyen de s'auto-alimenter avec une décharge de dopamine qui va nous donner la pêche pour attaquer la difficulté. Donc fixer des objectifs, c'est pas anodin, et ça doit se fixer à plusieurs échéances, à court terme, à moyen terme, et pourquoi pas à long terme. Évidemment, quand on a fixé les objectifs, on peut ne pas les fixer tout seul. Ça peut faire partie du travail qu'on fait avec l'enseignant. D'accord ? Voilà, quels seraient les objectifs? Et d'ailleurs, maintenant,
et c'est une des avancées de la réforme, maintenant, à peu près dans toutes les matières, que ce soit dans le livre ou dans le début de la séquence du prof, on a ciblé les objectifs. On sait ce qu'on vise. On sait quelles sont les compétences qu'on va chercher à développer dans cette séquence-là. Et si jamais l'élève l'ignore, alors c'est une très bonne question à poser au professeur au début d'une séquence. Quels sont les objectifs de la séquence, s'il vous plaît? Regarde dans ton livre, ils sont écrits à la page temps. Ok. Ou alors, ils sont au début du chapitre, ou alors, il va vous les donner. Mais c'est essentiel de les connaître, ces objectifs-là, parce que comme ça, on sait ce qu'on vise. Et il y en a peut-être que je connais, que j'ai déjà acquis, et puis il y en a peut-être qui me restent à acquis. Alors, troisième petit point, utiliser correctement son cerveau. Ça, ce sera l'objet d'une autre conférence sur le cours de cerveau, pour ceux qui en ont un. Normalement, c'est la majorité d'entre vous. Deux petites astuces sur le cerveau. La première, c'est que notre cerveau, on parle souvent, alors je ne parle pas d'anatomie du cerveau, je ne suis pas médecin ni spécialiste de l'anatomie du cerveau. Moi, je suis plutôt pédagogue et je me pose en utilisateur du cerveau. D'accord ? Je ne suis pas mécanicien qui sait comment marche le moteur à l'intérieur, mais je sais plutôt bien utiliser, enfin j'essaye d'utiliser correctement l'outil qui m'est donné. Alors, deux parties à mon cerveau, une partie consciente et une partie inconsciente. La partie consciente, c'est celle avec laquelle je vous parle. Je me rends compte de ce que je fais, je le fais volontiers, et ça marche bien. La partie inconsciente, c'est tout ce qui se passe sans mon consentement dans ma tête. C'est toutes les pensées qui vont dans un sens et dans l'autre. C'est le cerveau aussi qui régule la température de mon corps, qui régule les battements de mon cœur, qui gère tout ce qu'il y a à gérer, et heureusement qu'il est là. Ce qu'il faut savoir, c'est que la partie consciente de mon cerveau, je vais vous la symboliser par un Playmobil. Un Playmobil, ça fait 7 cm de haut. Vous pourrez mesurer. Ça, c'est la partie consciente de mon cerveau. Et si je devais, en termes de puissance de calcul, la comparer avec la partie inconsciente de mon cerveau, il faudrait que j'ai la tour Eiffel à côté de mon Playmobil. 300 et quelques mètres de haut. Un Playmobil de 7 cm de haut et la tour Eiffel de 300 et quelques mètres de haut. Le cerveau inconscient est nettement beaucoup plus puissant que mon cerveau conscient. Et heureusement, d'ailleurs, lui, il est capable de faire plusieurs choses à la fois. Il est capable d'envoyer les instructions pour faire battre mon cœur, pour réguler la température de mon corps, pour gérer les intestins et la digestion, et en même temps de m'aider à me souvenir de plein de choses. Et il fait énormément de choses à la fois. Il a une capacité un processeur qui est nettement plus puissant. Et si je l'utilisais dans mon travail scolaire, par exemple, quand le professeur, 3 minutes avant la fin, ça n'a pas encore sonné, dit « Vous pouvez commencer vos exercices ». Les élèves qui ne sont pas bien éclairés ont tendance à dire « Oh, il reste 3 minutes, on n'a pas le temps ». Et ils rangent leurs affaires et ils perdent leurs 3 minutes. Les élèves les plus éclairés vont se dire « Tiens, voilà 3 minutes pendant lesquelles je pourrais lire la consigne de l'exercice que j'ai à faire pour demain. » Parce que pendant ce temps-là, mon cerveau, quand je serai dans le bus en train de faire autre chose, quand je serai à la maison en train de prendre mon goûter, quand je vais faire mes petites activités avant de me mettre au travail, mon cerveau inconscient, il va commencer à faire le travail. Et quand j'arriverai à mon bureau pour me mettre au travail, il aura déjà résolu une bonne grosse partie de l'exercice. D'ailleurs, ça vous est tous arrivé de vous endormir avec un problème et de vous réveiller avec une solution. Parce que votre cerveau, il a continué de travailler. Et d'ailleurs, on a tous besoin de temps parfois, et on a un problème, et on le met de côté, et quelques temps plus tard, on a la solution qui, pouf, comme ça, elle apparaît. En fait, elle apparaît pas par hasard, c'est parce que mon cerveau inconscient a continué de bosser pendant ce temps-là. Ben, scolairement, j'ai carrément intérêt à utiliser cette caractéristique-là, et à sous-traiter à mon cerveau inconscient un maximum de choses. Quand le prof insiste lourdement toute l'année depuis la classe de CM1 pour dire aux élèves « il faut lire toutes les questions avant de commencer », pourquoi on leur dit ça?
C'est parce que j'ai bon espoir que sur les questions les plus difficiles de la fin, leur cerveau inconscient, pendant qu'ils vont résoudre les petites questions du début qui sont faciles, leur cerveau inconscient aura déjà commencé à travailler sur la question de la fin. Et en plus, il va être en mode « je capte des informations intéressantes dans les petites questions faciles du début pour pouvoir résoudre le problème compliqué de la fin ». C'est absolument essentiel, quand je fais ce travail-là, de lire toutes les questions avant de commencer, c'est que je donne à manger à mon cerveau inconscient qui va pouvoir, comme ça, tout au long du contrôle, commencer à travailler. Et je serai nettement plus performant. Donc c'est vraiment voilà, un outil qu'il faut utiliser comme ça et sous-traiter le plus souvent possible. Lire son cours, relire sa leçon juste avant de se coucher, c'est juste intelligent. C'est juste intelligent, c'est juste donner à mon cerveau inconscient la matière qui va lui permettre pendant la nuit de réviser, de travailler, de faire tout ce que j'ai à faire. Lire le lundi la leçon du contrôle de vendredi, c'est intelligent. C'est me donner toute la semaine à mon cerveau inconscient le temps de mâchonner, de réorganiser, de retraiter ces informations-là. Sous-traiter au cerveau inconscient. Alors, il a un défaut, ce cerveau inconscient, c'est qu'il est plus lent, il est très puissant, mais il est plus lent que le cerveau conscient. Il a besoin de temps. Hein, c'est d'ailleurs que quand vous lui sous-traitez les choses, bah, il met du temps souvent à vous donner la solution. Il vous l'apporte à la fin, mais il vous met du temps quand même. Bah, c'est pas grave, si je le sais, je vais anticiper et je vais lui donner les éléments suffisamment à l'avance pour qu'il ait le temps de travailler. Mais c'est essentiel de travailler avec son cerveau en lui sous-traitant toutes ces parties-là. Il y a un syndrome terrible au lycée qui handicape énormément d'élèves. C'est le cerveau de l'enfant parfait, qui marche le plus souvent au féminin, mais qui marche aussi parfois au masculin. Le syndrome de l'enfant parfait, ce sont des enfants, des élèves, qui depuis qu'ils sont tout petits, parce qu'ils ont été élevés par des parents qui les aiment, ont cultivé cette générosité qui fait qu'ils mettent toute leur énergie, depuis qu'ils sont tout petits, toute leur énergie, à être le plus conforme possible à ce qu'on voudrait qu'ils soient. Ils sont très généreux, ils n'ont pas envie de décevoir leurs parents, et donc ils font tout ce qu'ils peuvent pour correspondre à ce que leurs parents attendent d'eux. Et c'est plutôt généreux, et c'est plutôt efficace d'ailleurs. Souvent, nous les parents, on est en admiration devant nos enfants parce qu'ils correspondent plutôt bien à ce qu'on a projeté sur eux. Sauf que, en faisant ça, ces enfants-là, ces élèves-là s'interdisent, ou plutôt ils vont essayer d'en faire le moins possible, de faire des erreurs. Or, dans le processus que je vous ai montré tout à l'heure pour s'entraîner, je vous ai dit la première production, c'est rarement la meilleure. Et on a des élèves qui sont paralysés devant leur page blanche parce qu'ils ne savent pas faire. Et oui. Or, quand j'apprends à faire quelque chose, naturellement, je ne sais pas le faire. Et pourtant, il faut que je le fasse quand même pour pouvoir apprendre à le faire. Dans un savoir-faire, il y a un processus incontournable qu'il faut faire pour savoir faire. Il faut nager pour apprendre à nager, il faut chanter pour apprendre à chanter, il faut danser pour apprendre à danser, il faut calculer pour apprendre à calculer, il faut rédiger pour apprendre à rédiger. Et donc ça veut dire que si je m'assois sur le bord de la piscine et que je dis « je rentrerai dans l'eau quand je saurai nager », je ne saurai jamais nager. Il faut bien accepter de rentrer dans l'eau avant de savoir nager pour pouvoir savoir nager, pour apprendre à nager. Il faut bien accepter de se tromper pour pouvoir apprendre et progresser. Et ça, pour beaucoup d'entre eux, c'est très compliqué. Et ce n'est pas que de leur faute, parce que le système scolaire français leur laisse que très peu d'espace où ils ont le droit de se tromper. Parce que tous les devoirs qu'on fait en classe, ils sont ramassés, notés, ça compte dans la moyenne. Alors là, il n'y a pas trop le droit de se tromper. Parce que quand ils font un truc et que c'est pas bon, on dit que c'est une faute. Vous voyez le vocabulaire employé, hein, c'est une faute. C'est pas bien une faute. Bah, c'est sale.
Et si on n'intègre pas, et vous entendez là qu'il y a des sociétés, notamment les anglo-saxons, où l'erreur fait partie du processus. D'ailleurs, sur un CV américain, on les met, ces erreurs. Dans le curriculum vitae, on va mettre en avant ces erreurs, ces échecs. Parce que c'est des expériences qui nous ont fait grandir. Voilà, en France, c'est quelque chose qui ne se fait pas trop. On a un rapport à l'erreur qui est assez malsain et qui fait qu'aujourd'hui, on a des élèves qui essayent de ne pas faire d'erreur. Et donc, ils s'assoient sur le bord de la piscine et ils disent « Moi, je ne sais pas nager, donc je ne peux pas rentrer dans l'eau. » Et pourtant, il faudrait accepter de faire des erreurs. Donc, la place de l'erreur, c'est vraiment quelque chose d'essentiel. Ça se travaille, ça se cultive. Même parfois, on peut faire exprès de faire des erreurs, rien que pour le plaisir de les corriger. Vous avez remarqué comme les profs sont des gens bizarres? Non, si, je vous assure. Depuis qu'ils sont tout petits, nos enfants, on leur dit les panneaux rouges sur la route, c'est les panneaux les plus importants. C'est fort. Depuis qu'ils sont tout petits, on leur dit quand c'est rouge, encadré, rouge, souligné, tout ça, c'est vachement important. Donc retiens bien tout ce qui est en rouge, encadré, quoi. Et nous, les profs, on prend notre stylo rouge et qu'est-ce qu'on entoure et qu'est-ce qu'on encadre sur leurs copies? Leurs erreurs. Et on va s'étonner après qu'ils les reproduisent. En même temps, j'ai dit à son cerveau, attention, ça c'est très important, retiens-le. Il va retenir l'erreur, et ça marche à tous les coups. Alors on n'est pas complètement fous, nous les profs, heureusement, parce qu'on ne s'arrête pas là. Qu'est-ce qu'on dit à l'élève quand on lui rend sa copie? On dit « corrige ta copie ». Et ça vient d'une étude en neurosciences qui a été rendue possible grâce à l'IRM, l'IRM-F pour être précis, l'imagerie résonance magnétique fonctionnelle, où on a pu mettre dans un IRM des enfants de CE2, je crois, en leur demandant la représentation qu'ils avaient d'une lumière, d'un interrupteur, comment ça marche. Et donc, globalement, un enfant de CE2, il a capté qu'entre l'interrupteur et la lumière, dans le mur, quelque part, il doit y avoir un fil qui permet, quand j'appuie sur la lumière, que ça allume quand j'appuie sur le bouton, que ça allume la lumière. C'est pas tout à fait exact, mais c'est sa représentation. Ensuite, on a pris des gens qui avaient un bac plus 12 en physique, et on les a mis dans l'IRM et on leur a posé la même question. Et eux, ils ont été capables d'expliquer qu'en fait, non, il n'y a pas un fil, il y a deux fils qui montent jusqu'à la lumière. D'ailleurs, les deux fils, ils n'arrivent pas de l'interrupteur, ils arrivent de beaucoup plus loin, d'une centrale nucléaire, où il y a une production d'électricité, et que ça arrive jusqu'à l'interrupteur avec deux fils, et qu'ensuite ça monte à la lumière et que ça redescend. Sauf que pour arriver à cette explication-là, les chercheurs bac plus 12, là, ils ont commencé par avoir la même représentation dans leur cerveau que les enfants de CE2. Et on s'est rendu compte que le cerveau était cumulatif. C'est-à-dire qu'il est capable d'ajouter des informations, mais jamais d'en enlever. D'accord? Cumulatif. Si je vous dis, par exemple, le chiffre 380, vous voyez, 3, 8, 0. Voilà, maintenant essayez d'imaginer le chiffre 38. C'est compliqué, hein? Parce qu'il y a le 0 qui se rajoute à chaque fois. Alors on est obligé de l'effacer, on y arrive, hein? Il y a le 0 qui se rajoute à chaque fois, maintenant que je vous ai parlé du 380. Et pour écrire 38, maintenant, dans votre tête, là, en ce moment, vous êtes en train d'écrire 380 et de retirer le 0 pour... Votre cerveau, il est cumulatif. Il peut ajouter, il ne sait pas enlever. Si vous avez vu le film Vice Versa, c'est très bien mis en lumière. On peut choisir de mémoriser quelque chose, on ne peut pas choisir d'oublier quelque chose. C'est d'ailleurs un des gros problèmes quand c'est des traumatismes. On ne peut pas choisir d'oublier un traumatisme. Ça se travaille, c'est un long travail, mais ce n'est pas quelque chose de conscient. Donc, ça veut dire que si mon cerveau est cumulatif, mon erreur sur ma copie, je la connais. Et c'est pour ça que le prof, il l'a entourée en rouge, parce que celle-là, je la connais, je l'ai déjà faite. Par contre, il me demande de corriger ma copie et de venir rajouter par-dessus le patch, de préférence avec un stylo vert ou avec une autre couleur pour que ce soit bien visible, de rajouter le patch de la correction. Ce que vous faites exactement quand il y a certains mots que vous ne savez pas bien écrire et qui, toute votre vie, vont vous apporter un doute. Il y a certains mots comme ça, on sait les écrire. Mais à chaque fois, ça nous demande une réflexion, à chaque fois, ça nous demande un petit effort de remettre le patch
de la bonne écriture parce qu'on l'a peut-être appris de travers la première fois. Accepter l'imperfection, c'est prendre en compte cette réalité. J'ai des erreurs dans ma mémoire, j'ai des erreurs dans mes connaissances et dans mes savoir-faire. Et c'est être capable d'ajouter par-dessus les patchs pour corriger et aller vers le mieux. Ce qu'on ne sera pas capable de faire si on essaye d'imaginer directement la bonne solution. Parce que notre cerveau est cumulatif. Donc c'est vraiment laisser sa place à l'erreur. L'erreur, parfois, c'est le socle sur lequel on a appris et sur lequel on est capable d'apporter toutes les corrections qui font qu'à la fin, on est capable de donner des solutions justes. Mais l'erreur fait partie de l'apprentissage. Alors évidemment, Paris ne s'est pas fait en un jour. On ne peut pas tout faire d'un coup. On ne s'entraîne pas au marathon en faisant 42 km tous les jours. Ça n'est pas vrai. On s'entraîne d'abord sur des petites distances et le plus souvent possible. Et puis petit à petit, comme ça, on peut progresser. Donc la stratégie des petits pas, c'est le meilleur moyen d'avoir un maximum de dopamine. Et je rappelle que notre cerveau est accro à la dopamine, donc la motivation va être au top. Je ne serai pas motivé si je n'ai pas ma dose de dopamine. Donc j'ai besoin, pour être motivé, d'avoir ces petites victoires du quotidien qui feront les grandes victoires de la fin des chapitres. Donc voilà, c'est pour ça qu'un critère à la fois, c'est pour ça que je matérialise toutes ces petites étapes qui sont autant d'occasions de cultiver et d'avoir ma dopamine. Alors évidemment, la régularité, on est en train de s'entraîner aux Jeux Olympiques, on a bien compris qu'on ne s'entraîne pas la veille du match. Et les sportifs savent bien que ce n'est pas la veille du match qu'on gagne le match. On le gagne dans les années qui précèdent. Et c'est parce qu'on l'a travaillé depuis longtemps, etc., qu'on peut construire ça. Ça s'explique très facilement avec les neurosciences. C'est ce qu'il va nous expliquer ici, si on y voit quelque chose. Ces connexions de neurones s'appellent des synapses. Elles commencent à se former dans le ventre de la mère, puis augmentent de façon extrêmement rapide dès la naissance. 700 à 1000 nouvelles connexions par seconde se créent pendant les 5 premières années de la vie. Tout ce que nous faisons avec lui ou devant lui, tout ce qu'il perçoit du monde crée une connexion dans son cerveau. Il atteint donc une très grande quantité de synapses. Pour preuve, une petite comparaison. Le réseau Internet mondial possède 100 000 milliards de connexions entre ses pages web. On appelle cela des hyperliens. Mais le cerveau de l'adulte, lui, possède le triple de connexions entre ses neurones. Et tenez-vous bien, le cerveau de l'enfant possède 10 fois plus de connexions que le réseau Internet mondial. 1 million de milliards de connexions synaptiques. Ce qui signifie qu'il lui suffit de vivre et d'être en relation avec le monde pour créer un foisonnement de connexions neuronales. Il est bien évident qu'un manque d'étayage et d'exploration lors de cette période affame le cerveau et abîme la construction de l'intelligence. Car de la même façon que des fondations fragiles compromettent la stabilité d'une maison, de faibles fondations créées par le bébé altèrent l'architecture cérébrale de l'adulte qu'il sera. Lors de cette période, il est donc essentiel de nourrir le cerveau en interagissant positivement avec l'enfant et en le laissant explorer le monde. Ensuite, après cette période de création de milliards de connexions neuronales, le cerveau commence à faire le ménage. Car vous l'aurez remarqué, grandir, c'est perdre plus de 2/3 de ses possibilités et devenir expert du tiers le plus utilisé. Donc pas d'inquiétude, l'être humain en grandissant ne devient pas moins intelligent, il devient spécialiste de la langue, de la culture, des comportements qu'il a régulièrement perçus et reproduits. En effet, après avoir réalisé de nombreuses connexions, les connexions les plus souvent utilisées vont se renforcer. À l'inverse, les connexions les moins utilisées vont progressivement s'affaiblir et être éliminées. On appelle cela l'élagage synaptique. Retenons bien cela. Le cerveau ne conserve pas forcément les connexions des meilleures expériences. Il conserve les connexions des expériences les plus fréquentes.
Notre responsabilité est donc très grande, car ce sont nos choix. Le cerveau retient ce qui est fréquent, pas ce qui est important. C'est un truc que les publicitaires ont compris depuis très longtemps. Il vaut mieux vous répéter 14 fois dans la journée « Carglass répare, Carglass remplace, Carglass machin » que de vous faire 1, 2, 3 minutes d'explication claire pourquoi est-ce qu'il faut aller les voir. La petite rengaine qu'on entend souvent, c'est celle-là qui va rentrer comme dans du beurre dans notre cerveau. Nous retenons ce qui est fréquent, pas ce qui est important. Si je dis tous les matins à mon épouse qu'elle est merveilleuse, il y a beaucoup plus de chances qu'elle le retienne et qu'elle y croie un jour que si je lui disais tous les matins des horreurs. Ce qui est fréquent, c'est ça qui rentre et que notre cerveau retient. Pour la raison simple qu'on vient de vous montrer, c'est ces neurones et ces renforcements, cet élagage synaptique, où le cerveau conserve les connexions les plus fréquentes. Donc, la régularité dans le travail, c'est ça. C'est parce que je l'ai fait souvent que ça va être solide en moi. Et quelques petits exemples très simples. Regardez ce que vos enfants connaissent par cœur. Ils connaissent par cœur leurs chansons préférées. Ils ne les ont jamais apprises. Ils connaissent par cœur leur téléphone portable. Ils ne l'ont jamais appris. Ils connaissent par cœur votre maison. Où est leur chambre? Où est le frigo? Comment aller de la chambre au frigo et du frigo à la chambre? Ils ne l'ont jamais appris. Tout ce qu'ils connaissent vraiment par cœur dans leur vraie vie, c'est des choses qu'ils n'ont jamais apprises. Par contre, c'est des choses qu'ils pratiquent souvent. Et c'est parce que je le pratique souvent que je finis par le maîtriser, le connaître et être capable de le refaire. La fréquence, la régularité dans mon travail, c'est ça. C'est parce que je m'entraîne souvent à faire quelque chose que ça devient automatique et que ça devient un acquis. Et d'ailleurs, vous avez tous cette expérience d'avoir un truc qu'on a à faire une fois par an. Et je ne parle pas que de la déclaration d'impôt. Et chaque année, c'est un pensum. Parce qu'il faut s'y recoller, parce qu'on ne se rappelle plus de comment on a fait l'année dernière, et chaque année, c'est compliqué parce qu'on le fait tellement peu que ça revient, quand ça revient, on n'est pas prêt. Si on payait nos impôts, si on déclarait nos impôts tous les mois, on n'aurait pas de problème pour être au point du premier coup. Il y a des volontaires. Donc la régularité essentielle. Alors évidemment, le but c'est de tenir dans la durée, parce qu'on a au lycée 3 ans, et je parle que du lycée, parce que pour beaucoup, le lycée ce ne sera qu'un tremplin pour aller dans la vraie vie d'étudiant et continuer avec encore plus d'efficacité attendue dans l'enseignement supérieur. Donc, qui veut aller loin ménage sa monture. Il s'agit là de poser tout le cadre, et là pour le coup c'est une vraie responsabilité de parents que d'aider à poser un cadre qui va permettre d'aller loin. Et on va parler là d'hygiène de vie. J'ai mis équilibre pour être sympa, mais c'est bien manger, c'est bien dormir, c'est savoir se protéger de son téléphone portable pour pas qu'il occupe la place qu'il ne devrait pas occuper. C'est toutes ces dimensions-là qui font que je vais être prêt pour les Jeux Olympiques, quoi. Ce que fait un bon entraîneur avec son équipe en les protégeant d'un certain nombre de dangers, du trop manger, du pas assez dormir, etc., etc. Ça, c'est un vrai travail de parent, et c'est pas simple. Évidemment, la progressivité dans le travail, on commence par des choses simples pour aller vers des choses compliquées, c'est normal, mais c'est mieux en le disant, et ça crée l'autonomie, ça permet tout ça. Attention, une petite règle, moi j'ai appris ça en mécanique. Dans la vie, et ça s'applique en fait, moi j'ai appris ça, j'étais en seconde, j'avais des cours de mécanique, on me l'avait dit comme ça, mais après je me suis aperçu que ça marchait dans tous les domaines de la vraie vie en fait. Dans la vie, on ne maîtrise bien que ce que l'on mesure. On ne maîtrise bien que ce que l'on est capable de mesurer. Si je demande à quelqu'un de maîtriser la température d'une pièce,
et que je lui donne un radiateur et un climatiseur, et je lui dis maintenant, je voudrais que tu te débrouilles pour que dans cette pièce, il se fasse tout le temps 22 degrés, la première chose qu'il va me demander, c'est un thermomètre. Parce que s'il n'a pas de thermomètre, il sera incapable de maîtriser la température d'une pièce. Si je demande à quelqu'un de maîtriser la vitesse d'un véhicule, la première chose qu'il va me demander, c'est un compteur. Si je demande à quelqu'un de maîtriser son poids, la première chose qu'il va me demander, c'est une balance. Si je demande à quelqu'un de maîtriser quelque chose, il va devoir le mesurer. On ne maîtrise bien que ce que l'on est capable de mesurer. Est-ce que je maîtrise ma participation en classe? Est-ce que je suis capable de la mesurer? Parce que si je veux l'améliorer, il faut bien que je sache où j'en suis. Est-ce que j'ai ce petit post-it sur ma table sur lequel je note un petit bâton à chaque fois que je lève la main, que je transforme en triangle à chaque fois que je suis interrogé et en rond à chaque fois que je pose une question? Comme ça, à la fin de la semaine, je suis capable de dire cette semaine, j'ai participé tout ça, et si je veux faire mieux la semaine prochaine, je sais ce que j'ai à améliorer. Est-ce que je suis capable de mesurer mon travail pour le maîtriser? Combien j'ai travaillé? Combien de temps, mais peut-être combien de copies doubles? Quelle production j'ai eue? On ne maîtrise bien que ce que l'on mesure. Si je n'ai pas d'outil de mesure de mon travail, il y a toutes les chances que je sois surpris par le résultat final et qu'on arrive au conseil de classe avec des élèves qui ne savent pas pourquoi. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ne comprennent pas, ils sont surpris. On n'est pas surpris quand on a suivi les affaires. Donc mesurer, c'est hyper important. Ça permet aussi éventuellement de récompenser derrière. Dernier point, et après on passe à deux petites techniques. La positivité, être positif. À quoi ça sert? Notre cerveau humain ne comprend pas le négatif. Si je vous demande de ne pas imaginer le chiffre 38, s'il vous plaît, vous êtes tous en train d'imaginer. Si je vous demande de ne pas imaginer le chiffre 38 et encore moins le chiffre 380, ça y est, maintenant vous savez plus s'il faut mettre le 0 ou plus, mais en tout cas, vous êtes tous en train d'imaginer. Votre cerveau ne comprend pas le négatif. Vous pensez à cet élève qui se dit à chaque début de contrôle, il ne faut pas que je fasse de faute. À cette maman hyper bien intentionnée qui, le jour du bac, dépose sa fille là devant le portail et lui dit surtout, ma chérie, tu ne stresses pas. Quelle est la bonne stratégie? Est-ce que c'est d'écrire bien les mots que je vais écrire ou est-ce que c'est de ne pas faire de faute? On comprend bien qu'il y en a une qui va marcher mieux que l'autre. Être positif dans mes projets, être positif dans ma manière de parler, c'est hyper important. Parce que mon cerveau ne comprend pas ce qui est négatif. Alors on pourrait l'appliquer à tous les domaines. Tu n'as pas ramassé ton linge au pied de ton lit. Tu n'as pas ramassé les chaussettes qui traînent. Le cerveau ne comprend pas le négatif. Positivons dans notre discours. Il y en a là, ils verraient un verre à moitié vide. D'autres, ils verraient un verre à moitié plein. Et moi, je vois plutôt un verre qui, en bas, est plein d'un liquide qui a l'air plutôt pas mal. Et en haut, probablement plein d'un arôme qui n'a pas l'air bien moins bon que le liquide. Et on peut choisir comme ça de regarder les choses différemment. Et être positif dans sa vie, c'est pas être dans le monde des bisounours. C'est pas ignorer les problèmes. C'est choisir de regarder d'abord ce qui va bien. Parce qu'il n'y a jamais, et c'est une phrase que je n'ai pas inventée et qui vient d'un des patrons du CAC 40, qui explique qu'il n'y a jamais eu au monde une multinationale qui s'est développée en s'appuyant sur ses points faibles. Pour se développer, on s'appuie toujours sur ses points forts. Et c'est intelligent, parce que ça marche tellement mieux. Donc être positif, c'est pas être dans le monde des bisounours, c'est pas ignorer qu'il y a des problèmes et des zones d'amélioration, c'est choisir de s'appuyer sur ses points forts, c'est choisir de regarder ce qui va bien,
avant de se poser la question de comment on améliorera le reste. Quand je regarde ma copie que le prof vient de me rendre, qu'est-ce qui est le plus intelligent, sachant que mon cerveau ne comprend pas le négatif? Est-ce que c'est de relire les passages que j'ai bien réussi pour les consolider? Ou est-ce que c'est d'aller voir mes fautes? Alors si c'est pour les corriger, pourquoi pas? Mais on comprend bien qu'il y a une stratégie qui sera plus efficace que l'autre. Être positif, c'est une vraie stratégie. Et ça peut être une stratégie qu'on pratique en famille, parce qu'en plus d'être efficace scolairement, elle n'est pas désagréable. Et ça ne retire rien. Alors, je vous ai parlé de deux petites techniques. Juste deux techniques qu'il faut absolument connaître quand on est lycéen, voire plus tard, voire adulte. La première, je parle là des intelligences multiples. C'est le travail de Howard Gardner, qui est un psychologue américain qui a travaillé donc sur les intelligences. Il décrit 8 intelligences, ça c'est discutable, il y en a qui en mettent 9, 10, 8, 6, enfin peu importe. Vous les avez sur une des feuilles que vous avez pu prendre en passant. C'est intéressant de connaître mon profil d'intelligence, parce qu'on a tous un petit peu de ces intelligences-là. Une intelligence linguistique avec les mots, une intelligence mathématique avec les chiffres, une intelligence kinesthésique du mouvement. C'est ces gens dont on dit qu'ils ont de l'or dans les mains, vous savez, ou qu'ils ont une intelligence manuelle. Une intelligence interpersonnelle, parce que dans l'interaction avec les autres, je suis plutôt bon. Ou alors une intelligence intrapersonnelle, parce que dans l'introspection et quand je suis dans ma caverne, je suis plutôt bien. Une intelligence musicale, parce que je fonctionne comme ça. Une intelligence naturaliste, parce que quand je suis en contact avec la nature, tout va mieux. Une intelligence spatiale, parce que moi, spatialiser les choses, ça m'aide à me retrouver. Finalement, toutes ces intelligences, on les a tous un petit peu. Mais on a nos spécialités. Alors, on a bien compris que le système scolaire français, il va s'appuyer essentiellement sur une intelligence linguistique, les mots, et sur une intelligence mathématique, les chiffres. Lire, écrire, compter. Nos ministres nous le rappellent chaque fois. Lire, écrire, compter, c'est le socle de l'école française. Alors, est-ce que ça veut dire que tous les autres doivent être malheureux à l'école? C'est souvent le cas. Et c'est là qu'il y a un apprentissage à faire. Parce que si j'ai une intelligence musicale, par exemple, il va falloir que j'apprenne à mettre de la musique dans ma vie, y compris dans ma tête. Et c'est ces élèves-là qui vont apprendre leur poésie en chantant. C'est ces élèves-là qui ont appris leur table de multiplication en chantant, d'ailleurs. C'est ces élèves-là qui vont mettre de la musique pour travailler et choisiront une musique différente en fonction des matières, parce qu'au niveau de la mémorisation, ça les aide à aiguiller, à être bien dans le milieu où ils sont. Mais de la même manière, un élève qui a une intelligence kinesthésique, et je pense là à tous ces élèves qui sont à l'aise dans l'expression corporelle, qui font de la danse, qui font de la gym, qui font des choses comme ça, et qui ont cette intelligence-là, ou qui sont tout simplement des manuels et qui ont besoin de vivre le truc pour pouvoir le retenir. Ceux-là aussi, à l'école, ils ont besoin d'apprendre à bouger dans leur tête pendant qu'ils sont assis derrière leur chaise et qu'ils n'ont pas trop le droit de bouger. Par contre, dans leur tête, ils ont le droit de bouger. C'est ceux-là qui vont apprendre allongés par terre dans la chambre, parce qu'ils sont tellement mieux comme ça. C'est ceux-là qui vont trouver une position différente en fonction de la matière qu'ils travaillent. C'est ceux-là qui seront incapables d'être assis à leur bureau à la maison. Et après tout, si ça marche, pourquoi pas? C'est essentiel d'avoir compris qui je suis pour pouvoir pratiquer avec ce que je suis. Et pour ça, voilà. Alors vous trouverez plein sur Internet des petits tests qui permettent un petit peu de se donner des idées. On peut aussi pratiquer avec un vrai psychologue un test plus complet pour en savoir plus. J'allais dire peu importe, mais c'est un travail d'exploration qui vaut le coup d'être fait. Et peut-être même que vous, les parents, vous connaissez bien vos enfants et vous seriez capable de faire un diagramme en le situant à peu près là-dedans, en disant ça t'es plutôt fort, là t'es plutôt pas très à l'aise. Et c'est important qu'ils l'entendent et qu'ils le sachent, parce qu'il va développer les stratégies qui vont bien. Donc c'est vraiment un champ qui mérite d'être exploré. Le deuxième champ qui mérite d'être exploré, c'est un autre psychologue qui a travaillé ça, c'est
Antoine de la Garandrie, qui a travaillé sur les profils cognitifs et notamment sur les profils auditifs, visuels ou kinesthésiques. Il y a des élèves ou des personnes qui ont plus de facilité avec une mémoire auditive, qui entendent, d'autres qui ont plus de facilité avec du visuel, d'autres qui ont besoin de bouger et de ressentir et de faire le truc. Et il n'y en a pas une qui est mieux que l'autre. On a chacun la sienne. Sauf que qu'est-ce qu'on fait quand on est plutôt auditif et que le prof de physique il nous projette un schéma pour nous expliquer? On est mal, hein. Et qu'est-ce qu'on fait quand on est plutôt visuel et que le prof d'histoire il parle pendant 1 heure? On est mal aussi. Sauf si on a appris ça et qu'on le sait. Et moi qui suis plutôt auditif, quand le prof de physique me montre un schéma, je me le lis à haute voix, ce schéma, dans ma tête. Et je me parle à moi-même et je fais fonctionner ma radio interne pour me décrire les choses que je vois, parce que ça me permet de les mémoriser tellement mieux que juste de les regarder. Et donc je vais me raconter à moi-même ce schéma qu'il me montre. Et en me le racontant, je le comprendrai. Alors que si je l'ai juste regardé, j'ai rien compris. Et inversement, ma sœur qui est plutôt visuelle, quand le prof d'histoire parle, elle se fait des images dans sa tête, ou sur sa feuille d'ailleurs. Elle se fait des images pour créer toute l'imagerie qui va correspondre à ce que dit le prof. Et c'est cet élève-là qui va être très à l'aise avec une carte mentale, par exemple. Et qui va pouvoir, pendant que le prof parle, se créer sa carte mentale pour spatialiser les choses, pour les rendre visuelles et les rendre accessibles à son fonctionnement. C'est vraiment essentiel de comprendre son profil. Pour un élève qui est kinesthésique, c'est celui qui a besoin de faire pour comprendre. C'est celui-là, quand vous lui demandez de vous expliquer un truc, il vous arrache le... Vous demandez à certains élèves de vous expliquer comment utiliser un téléphone portable. Tiens, comment on fait pour envoyer un SMS à 2 personnes à la fois? Ces élèves qui sont kinesthésiques, ils seront incapables de vous expliquer. Ils vont vous arracher le téléphone des mains et ils vont le faire pour vous expliquer. Ils ont besoin de le faire pour pouvoir le... Voilà. C'est ces élèves-là qui parlent avec les mains parfois, parce qu'ils ont besoin que ça bouge. C'est ces élèves-là qui avaient besoin de bouger pour apprendre leur poésie. Et quand ils étaient debout, en train de marcher sur le carrelage, en comptant les carreaux pour compter les mots de la poésie, là, ils y arrivaient bien. Assis à leur table, à ne pas bouger comme ça, c'est une torture pour eux. Alors quand ils arrivent au lycée, normalement, ils ont appris à bouger dans leur tête. Ils n'ont pas forcément besoin de bouger avec leur corps tout entier, tout le temps, mais ils ont appris à bouger dans leur tête. Et ils ont appris, quand le prof de physique projette un schéma, ils ont appris à le parcourir. Et parfois, ils le parcourront même avec leurs doigts, comme ça. Mais même avec leurs yeux, ils y arrivent, ils parcourent, ils se déplacent sur le schéma, ils regardent, ils tournent, ils orientent, etc. Ces élèves-là, quand le prof d'histoire parle tout le temps, ils voyagent dans leur tête. Ils sont en plein déplacement. Ils sont en train d'imaginer ce que fait le prof, la température, le machin. Ils ressentent le cours, s'ils ont appris à le faire. Et ça s'apprend. Donc on apprend en fonction de qui on est à s'adapter au monde. Et c'est pour ça que c'est intéressant d'explorer ça. C'est le travail d'Antoine de la Garandrie sur les profils cognitifs. Vous avez aussi sur la feuille que je vous ai partagé quelques éléments pour avancer. C'est un vrai objectif, et ça pourrait être l'objectif numéro 1 quand on veut être performant au lycée, c'est de se connaître. Savoir qui je suis, comment je suis fait, et à partir de là, quelle stratégie je peux mettre en place en fonction de ça. Et on n'aura pas la même stratégie, moi et mon frère, parce qu'on n'est pas pareil. Et tant mieux. Parce que, encore une fois, l'enjeu, et je reviens à ma première image de la première soirée, l'enjeu, c'est d'arrêter d'être victime de ce qu'on est. Et on n'a pas choisi d'être qui on est. Ça nous est tombé dessus, on était tout petits. Et on peut être victime de ça. Ou alors, on peut prendre sa vie en main et se dire finalement, je vais utiliser qui je suis pour m'appuyer sur mes points forts et développer ce que je sais faire et trouver les bonnes stratégies qui vont me permettre de réussir. Voilà. Est-ce que je vais être victime de ce que je suis ou est-ce que je vais considérer ce que je suis pour aller le plus loin possible dans mes projets?
C'est une question d'état d'esprit. Mais c'est un vrai enjeu de la réussite au lycée, en tout cas si on veut aller loin. En résumé ce soir, et ce sera la fin pour ce que j'ai à dire, sauf s'il y a des questions, mais voilà, on a laissé des traces, parce que la traçabilité c'est important. On a fixé des objectifs, plutôt smarty. On a accepté l'imperfection, laissé sa place à l'erreur dans notre processus. On utilise notre cerveau correctement, et notamment la partie inconsciente de notre cerveau, qui est nettement plus puissante que la partie consciente. On apprend à faire des petits pas, à travailler dans la régularité, notamment pour que la trace mnésique à l'intérieur de notre cerveau puisse s'enraciner. On apprend à tenir dans la durée avec un équilibre de vie et une hygiène de vie qui va bien. On a une attitude positive qui nous aide vraiment à avancer parce que notre cerveau ne comprend pas ce qui est négatif, donc il a vraiment besoin de ça. On a quelques techniques sur comprendre mon intelligence, mon mode d'intelligence, mes forces d'intelligence et comprendre aussi mon profil cognitif. Est-ce que je suis plutôt visuel, plutôt auditif, plutôt kinesthésique? Vous remarquerez qu'il n'y a que 3 des 5 sens sur les profils cognitifs. C'est parce que dans notre civilisation indo-européenne, le sens du goût et de l'odorat sont assez peu utilisés. Mais il y a bien sûr une mémoire olfactive. Je ne vous parlerai pas de la Madeleine de Proust, mais rien que l'odeur de la Madeleine a suffi à Proust à remémorer tout ce qui... Voilà, c'était cette mémoire olfactive qui est très forte. Bon, retenir son cours de maths avec des odeurs, c'est compliqué, c'est pour ça qu'on ne l'utilise pas trop. Mais de la même manière, le goût, voilà, il y a des animaux qui se lèchent pour se reconnaître, parce que le goût fait partie des sens qui pourraient permettre ça. Voilà. Nous aussi, pour retenir un cours d'anglais, lécher sa feuille a assez peu d'intérêt, je ne le conseille pas. Donc c'est pour ça qu'on ne développe pas ces deux sens-là. Par contre, auditif, visuel et kinesthésique, c'est essentiel. Merci beaucoup. Est-ce qu'éventuellement il y a des questions auxquelles je peux essayer? Questions, compléments, objections aussi, pourquoi pas? J'entends qu'il faut s'entraîner. Comment ils peuvent savoir ou comment nous on peut les aider à savoir si leur entraînement est juste ou pas? Oui, ça c'est une très bonne question. Moi, quand je m'entraîne pour les Jeux Olympiques, ou je prends un autre exemple un peu plus simple, prenons une danseuse qui s'entraîne pour un spectacle. Est-ce qu'on peut imaginer une seule fois que cette danseuse va s'entraîner toute seule dans son coin, puis se produire sur la scène avec un public important, sans transition? Essayez de faire ça avec une danseuse ou avec quelqu'un qui danse, et vous verrez que non, c'est hors de question. Ce ne sera pas possible de faire ça. Qu'est-ce qui se passe à l'entraînement? Si je le fais, alors il y a un mécanisme chez les élèves qui est assez fréquent, c'est que quand ils s'entraînent, ils ne savent pas trop si ce qu'ils ont fait est bien ou pas bien. Ils n'ont pas le feedback, quoi. L'entraînement, ça n'a du sens que si je le fais avant le match et avec le coach. Si je ne m'entraîne pas avec mon coach avant le spectacle, je ne vais pas avoir le coach qui va me dire « Écoute, c'est très bien ta chorégraphie, là tu la tiens, tu es bien dans le tempo, tu es bien dans le rythme, tu es bien dans l'espace. » Et ce retour-là, j'en ai absolument besoin pour avoir la confiance nécessaire pour monter sur une scène devant tout le monde. Si je n'ai pas eu à l'entraînement les bons conseils de mon prof, si je n'ai pas eu les encouragements de mon prof à l'entraînement, moi je serais tétanisé de monter sur la scène et de montrer un truc aux gens. C'est la même chose pour le cours de maths. Des élèves qui arrivent au contrôle avec la boule au ventre, c'est des élèves qui se sont parfois entraînés tout seuls dans leur coin. Et qui du coup n'ont pas eu le retour de leur prof pour leur dire « Écoute, l'entraînement tel que tu l'as fait, là c'est bon, tu es dans les clous. » Et s'ils n'ont pas eu ça, naturellement ils doutent. Ça se trouve, je me suis entraîné n'importe comment, ça se trouve, j'ai pris des exercices trop faciles, ça se trouve, c'était pas les bons, ça se trouve... Une bonne question à poser à son prof avant le week-end. C'est « Bonjour monsieur,
la semaine prochaine, on a un contrôle. Qu'est-ce que vous nous conseillez pour nous entraîner? Ah ben, je vous conseille de reprendre les exercices qu'on a fait la semaine dernière sur le bas de la feuille. Là. Ok. Et après le week-end, qu'est-ce que je fais, moi? Ben, je vais voir mon prof et je lui dis, écoutez, monsieur, je me suis entraîné avec les exercices du bas de la feuille, là. Je les ai refaits. Est-ce que vous auriez 2 minutes pour regarder ce que j'ai fait, me dire si vous êtes OK? Il va me répondre, non, là, j'ai pas le temps, c'est la récré. Par contre, donne-moi ta feuille, je te la rendrai demain. Et puis le lendemain, il me la rendra, il me dira, attention, là, c'est bien, mais par contre, là, ne te trompe pas. Et j'aurai les conseils du coach avant le match. Et je serai en confiance le jour du match. C'est absolument essentiel, cette interaction avec les enseignants, qui peut se faire quand je suis un peu trop timide pour poser la question en classe via École Directe maintenant. Bonjour madame, je me suis entraîné ce week-end, vous trouverez 6 juin mon exercice. Est-ce que vous auriez 1 minute pour me dire ce que vous en pensez, s'il vous plaît? Voilà, tout simplement. C'est absolument essentiel ce travail d'interaction. L'entraînement, c'est avec le coach et avant le match. Sinon, je les ai, les conseils du coach. C'est quelque chose qui arrive extrêmement souvent aux élèves de lycée. C'est le jour de la correction. Ils sont là devant leur feuille et ils se disent « En fait, c'était facile. » Et ça, c'est super énervant. Mais c'est la preuve qu'ils ne se sont pas entraînés avant le match et avec le coach. Parce que s'ils avaient montré leur travail au coach avant le match, le coach leur aurait dit « Attention, ça c'est pas bon, c'est comme ça, mais c'est comme si. » Et le jour du match, ils auraient fait comme ci et pas comme ça, ils auraient fait mieux. L'entraînement, c'est avant le match et avec le coach. Et donc ce travail d'interaction avec le professeur, il est indispensable. Il y a plein de moyens de le faire. Entre autres, cette petite question que tous les profs du monde de France et de Navarre pratique, qui est une petite question anodine, mais qui n'est pas du tout anodine, et que les bons élèves comprennent très vite qu'il faut l'exploiter, cette petite question. C'est la première question qu'on pose au tout début du cours. Est-ce que vous avez des questions sur ce qu'on a vu la dernière fois? Ou, dit différemment, qui peut me dire où est-ce qu'on en était? Quelle est cette question piège? En fait, ce que veut dire le prof, c'est... Parce que penser que le prof qui fait le cours, qui dispense le cours, ne sait pas où il en est, c'est quand même un peu hasardeux. Il sait à peu près, il sait exactement où il en est, et il sait ce qu'on a fait la dernière fois. Donc s'il pose la question, c'est pas pour avoir la réponse. C'est bien parce qu'il veut permettre à ses élèves d'avoir cet espace pour... voilà. La vraie question qu'il devrait poser, c'est... Qui est-ce qui, depuis la dernière fois, s'est entraîné et qui, parmi ceux qui se sont entraînés, a rencontré des difficultés? C'est ça que ça veut dire. Qu'est-ce qu'on a fait la dernière fois? C'est ça que ça veut dire. Est-ce que vous avez des questions sur ce qu'on a fait la dernière fois? Ça veut dire, qui parmi vous s'est entraîné? Ceux qui ne se sont pas entraînés depuis la dernière fois, vous ne m'intéressez pas. Et qui parmi ceux qui se sont entraînés a eu des difficultés et veut me montrer son entraînement pour progresser? C'est cette question-là qui est en fait en sous-marin de cette petite question qui a l'air anodine comme ça. Et donc l'élève qui a quelque chose à dire à ce moment-là et qui va dire « Écoutez monsieur, j'ai refait l'exercice qu'on a fait la semaine dernière et je n'obtiens pas tout à fait le même résultat que vous. Est-ce que vous pourriez regarder ou nous dire où est-ce que je me suis trompé parce que je n'obtiens pas le même résultat que celui qu'on a eu en classe ?» Et là, on rentre dans un dialogue constructif. Le prof se dit en plus, tiens, voilà un élève qui travaille, qui se donne du mal, qui essaye, qui a des questions, j'ai envie de l'aider. Et naturellement, le prof va aller vers lui. D'ailleurs, quand ils vont se mettre à faire des exercices, le prof ira naturellement donner du temps et de l'énergie à cet élève-là, qui montre qu'il a envie, qui montre qu'il est dans le bon wagon. Et à l'inverse, parce que le prof n'a que 52 minutes dans le cours et une énergie qui est celle qu'il a aujourd'hui, il va pas perdre son temps, entre guillemets, à batailler trop, à aller chercher des élèves qui lui ont montré qu'ils n'avaient aucun intérêt pour la matière et aucun intérêt d'être là. Voilà. Quand on est rationnel et qu'on a 52 minutes pour faire progresser 35 élèves, à un moment on se dit on va aller à l'essentiel. Qui a envie que je l'aide? Ok, c'est ceux qui bossent. Et on va aider ceux-là en priorité. On essaiera d'aller chercher les autres, mais c'est pas toujours simple. Donc c'est vraiment essentiel ce travail d'interaction en amont, pendant le cours,
et après le cours. J'espère que ça répond à peu près à la... Est-ce que la question de madame, ce n'était pas comment nous, parents, on peut savoir si l'entraînement est bon, ou comment on peut les aider? Alors, parce que là, c'est le prof. Tout à fait. Alors, pour compléter la réponse, le travail du parent, c'est pas de savoir si c'est bon, si c'est juste. Le travail du parent, c'est de savoir s'il y a eu de l'entraînement et si cet entraînement a été visé par le coach. D'accord ? Le travail du parent d'un sportif, c'est d'être sur le bord du terrain, c'est d'encourager, c'est pas de donner des conseils techniques. Ça, c'est le travail du coach. Chacun son job. Et donc, le travail du parent, c'est vraiment un travail d'encouragement, un travail de cadre, pour maintenir un cadre qui permet d'être dans le travail, etc. Mais le travail technique, de savoir si c'est bon, si c'est la bonne réponse, si c'est la bonne stratégie, etc., ça, c'est le travail du prof. Et c'est là que c'est important pour nous, parents, de vérifier est-ce que ça a été validé, contrôlé par le prof. Voilà, d'une manière ou d'une autre. Soit parce que le prof a mis à disposition une correction, par exemple. Ah ben, si le prof a mis une correction à disposition, on va peut-être comparer ce que tu as fait avec la correction, ça va nous donner un élément. Est-ce que tu l'as fait de comparer le résultat, mais peut-être comparer aussi la stratégie. Voilà, ça c'est des éléments, mais soit aussi, est-ce que tu as posé la question, toi? Ça, c'est une vraie bonne question qu'on peut poser à son enfant. Est-ce que tu as posé la question? Est-ce que tu as moyen de poser la question? Est-ce que tu as un camarade qui a posé la question et ça, qui t'a profité, hein? C'est toujours l'avantage de ceux qui osent poser les questions, c'est qu'ils les posent pour tous ceux qui n'osent pas les poser. Et c'est pour ça que quand un élève pose une question, souvent on répond assez fort pour que tous les autres entendent. Mais c'est essentiel. Et c'est vrai que si on a la compétence en tant que parent pour aller plus loin, pourquoi pas, mais sinon, chacun son job. Le prof donnera les conseils techniques et nous, parents, on donnera le cadre, les encouragements et on vérifiera qu'il est allé à l'entraînement. Ce qui s'est passé pendant l'entraînement, ce n'est pas notre travail de parents. Nous, on l'accompagne jusqu'au stade et on l'attend sur le parking pendant l'entraînement, ou on va dans la tribune pour l'encourager. Mais on n'est pas là à lui donner des conseils de ce qu'il doit faire. Ça, c'est le travail du coach. Je ne sais pas si ça répond à peu près à... Merci beaucoup, messieurs, dames. Bonne soirée à vous. Et la prochaine, ce sera sur le cerveau. Voilà, un petit cours de cerveau pour aller plus loin. Là, j'ai donné 2-3 indications, mais on ira un petit peu plus loin sur le fonctionnement du cerveau. Merci à vous.